Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses, malgré la pluie, le vent, la circulation difficile, les embouteillages. Je suis vraiment très content ce soir de recevoir pour la deuxième fois Marie Amouyal. Marie est une brillante chercheuse. Ça ne lui plaît pas quand je le dis, mais moi je le pense vraiment. J'ai assisté à sa soutenance de thèse au mois de juin et je disais à quelques amis tout à l'heure que c'était, de mon point de vue, un grand moment universitaire. À la fois parce que la présentation était de grande qualité et aussi le jury qui participait donc à cette soutenance était à la fois très attentif, très bienveillant et très incisif. Et j'ai trouvé vraiment cette belle unité très valorisante, et ça montre tout le travail qui est fait dans ces laboratoires, qui est souvent méconnu, inconnu, parce que les chercheurs ont peu l'occasion d'être invités pour présenter leurs travaux. Donc ils sont souvent entre soi, entre eux. Ils se racontent bien sûr leurs histoires, mais il me paraît que c'est important de pouvoir montrer aussi toutes les belles choses qui se passent dans une université, même s'il n'y a pas que de très belles choses. Mais globalement, je suis plutôt très émerveillé par ce qui se passe dans Aix-Marseille Université, où il y a vraiment des chercheurs de très haut niveau. Alors j'ai maintenant fait l'éloge de l'université, et ce soir, Marie va nous parler du sourire. Alors son travail de recherche depuis fort longtemps. Elle a publié plein de papiers, plein d'articles à ce sujet. Je lui proposais tout à l'heure de l'accompagner, si elle en a envie, à publier un livre à partir de ses travaux de recherche, à partir de sa thèse. Donc on verra ça tous les deux. Et puis ce soir, elle va nous parler de la liberté de sourire. Donc sommes-nous libres de sourire? Et c'est ce que Marie va nous raconter tout de suite. Tu as 1 heure, et vous savez qu'à 20h45, il faut avoir quitté cet endroit, parce que sinon on se fait gronder par la sécurité. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Marie, c'est à toi quand tu veux. Encore grand merci. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de participer à l'UPOP, que je soutiens depuis maintenant de nombreuses années. Merci à vous tous aussi d'être présents ce soir. Je vais donc vous parler de la liberté de sourire, qui a été le sujet de ma thèse et de mes recherches actuelles. Je vais commencer par vous interpeller sur le rôle de la linguistique dans notre société. Donc, c'est pas forcément connu comme science. C'est une science qui permet d'étudier le fonctionnement du langage. Et à ce titre, on essaye de dégager les fonctions des différentes manières, des différents objets qui font qu'on arrive à communiquer. Donc pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo, un extrait de cette émission radio, dans lequel je vous demanderai donc d'être particulièrement attentif aux différentes facettes du langage, donc c'est le verbal, le non-verbal, les intonations. Et ensuite, donc, on décryptera ensemble ce qui se passe dans cet extrait. L'invité de France Inter, est écrivain, réalisateur, militant écologiste. Cyril Dion, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin en pleine COP27 pour parler de la journée spéciale qu'organise aujourd'hui France Télévisions en partenariat avec France Inter. C'est un appel à la mobilisation, aux arbres citoyens pour prendre conscience de la beauté et de la richesse de nos arbres et de nos forêts, de leur fragilité aussi, de leur rôle irremplaçable dans la lutte contre le réchauffement
réchauffement climatique. Programme spéciaux toute la journée sur Inter et ce soir sur France 2 à 20h45 en direct du parc André Citroën à Paris. Léa Salamé et Hugo Clément présenteront une grande émission à laquelle vous participerez, Cyril Dion, aux côtés de nombreux invités sous le double parrainage de Marion Cotillard et de Yannick Noah. Alors, question simple pour commencer, pour aborder les ravages du réchauffement climatique, pourquoi avoir choisi cette entrée-là, parler des arbres plutôt que de la sécheresse, de la hausse des températures ou des inondations? Est-ce que les arbres, c'était la manière la plus simple, peut-être aussi la plus sensible pour tous, pour les grands, pour les petits, de comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Mais vous avez répondu à toute la question déjà, c'est extraordinaire. Alors merci. Et une très bonne journée. Et une très bonne journée et bonne émission ce soir. Et c'est exactement ça, en fait, on a besoin de parler du réchauffement climatique d'une autre façon. On a besoin de redonner de l'élan aux gens, on a besoin de leur redonner de l'espoir. Et il se trouve qu'on en parle tout le temps sous l'angle de la catastrophe, sous l'angle de l'écologie punitive, de la privation, alors que ce dont on a besoin, c'est de se réconcilier avec le monde vivant. Là, ce qui est en train de se passer avec le changement climatique, c'est aussi le cas avec l'effondrement de la biodiversité, c'est une sorte de désamour. On est en train de détruire le monde vivant. On a besoin de se réconcilier avec lui. Et il se trouve que tout le monde aime les arbres. C'est une entrée extraordinairement sensible. On a vu cet été des forêts brûlées. Il y a plein de gens qui étaient dévastés de ça. Vous pensez que ça a été un moment très important dans la prise de conscience? Ça a été un moment fondamental. C'est-à-dire que ça s'est passé chez nous, à côté de chez nous. On a vu ces forêts brûlées. On a vu les canicules, on a vu les sécheresses. Et on a commencé à se rendre compte que le changement climatique est déjà là. Que le futur est déjà là. Donc maintenant, le but, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on agit? Et il se trouve que les arbres sont nos meilleurs alliés face au changement climatique. C'est la deuxième pompe à carbone avec les océans. Ils régénèrent les sols, ils abritent la biodiversité, et ce sont des êtres absolument fascinants. C'est-à-dire que vous allez aussi apprendre ce soir des choses extraordinaires, que les arbres communiquent entre eux, qui sont capables d'abriter des centaines d'espèces, etc., etc. C'est la première fois que la télévision française organise une sorte de téléthon pour la nature. Alors, donc loin de moi l'idée de faire un quelconque militantisme écolo là-dessus. Cet extrait, c'est juste pour vous montrer, puisqu'on va décrypter ensemble ce qui se passe en termes langagiers, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on traite en linguistique une interaction, comment est-ce qu'on comprend la communication. D'abord, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que cet extrait est a priori sur un média audio, donc on ne devrait pas avoir accès à tout ce qui est vidéo, donc tout ce qui va se passer dans le non-verbal. Et pourtant, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, tant sur les expressions faciales que sur les gestes manuels. Au début, donc, le présentateur, Nicolas Demorand, commence en lisant d'abord, et il va... pendant cette tâche de lecture, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais utiliser très peu de gestes finalement de ses mains. Alors que quand il s'adresse à son interlocuteur, là, il utilise beaucoup plus de gestes, qu'on appelle aussi des gestes battements, qui permettent de structurer son propos, mais aussi d'interpeller, quand il lui donne la parole, son interlocuteur. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait en linguistique, par exemple, c'est de regarder en fonction de la tâche dans laquelle on est impliqué, si on est plutôt en tâche de lecture, en tâche d'argumentation, en tâche de narration d'une anecdote, par exemple, est-ce qu'on utilise plus ou moins de gestes des mains et on essaye de comprendre à quoi ils servent. Le deuxième élément qui me semble pertinent dans cet extrait, c'est le moment d'ironie que fait Cyril Dion, donc l'invité ici, quand il va évoquer, vous avez tout dit, bonne journée. Il y a ici donc un procédé humoristique qui est bien sûr l'ironie, mais qui est accompagné de rires conjoints. Et donc là aussi en linguistique, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser la récurrence de ces phénomènes pour comprendre comment est-ce qu'on parvient à faire passer de l'humour. Après, on peut voir aussi, donc, chez Cyril Dion, ces gestes manuels qui accompagnent les énumérations, mais aussi ce qu'on appelle des gestes iconiques, comme par exemple quand il va faire appel à la pompe à chaleur, mais aussi quand il fait appel quand il explique les arbres, c'est notre cœur, donc aussi des gestes qui représentent en fait une partie de soi. Et enfin, donc le dernier point, moi, sur lequel j'ai davantage travaillé, donc qui concerne les sourires. On peut voir que, bien que le sujet soit très grave, Cyril Dion ici sourit quand il parle de cette émission. Et là aussi, on sait que le sourire s'entend, donc c'est probablement pour cette raison qu'il le fait. Et donc, en linguistique, on essaye de comprendre quand est-ce que ces sourires apparaissent
et à quoi ils servent pour convaincre, notamment là c'est plutôt à visée promotionnelle, mais donc à quoi ils servent pour convaincre l'auditoire de venir ou d'écouter cette émission. Donc ça, c'était juste pour resituer, pour ceux pour qui les sciences du langage ne sont pas claires dans leur visée, dans leur portée. Donc on cherche à décrire comment le langage fonctionne, puisque c'est le premier lien social. Et donc, à travers, donc ça peut être le verbal, mais moi, plus particulièrement, les expressions faciales. Alors moi, je me suis intéressée au sourire. Pourquoi cette expression? Parce que donc, la bouche est la partie du visage qui est la plus observée quand on communique. Pourtant, on a beaucoup plus d'informations sur les gestes des mains que ce qu'on a sur les expressions faciales en sciences du langage. Donc les expressions faciales, elles sont beaucoup étudiées à travers la psychologie sociale, mais pas tant par rapport à ce que ça apporte à la communication. Donc je me suis questionnée sur ça en essayant de faire le parallèle entre ce qu'on sait des gestes manuels et ce que nous apportent les expressions faciales dans notre communication quotidienne. Donc on sait que les gestes des mains permettent d'obtenir des informations très importantes, en plus du verbal. On sait que la parole et les gestes forment un tout intégré aussi. Et aujourd'hui, depuis les années 80, on ne fait plus tellement cette distinction entre communication verbale et non verbale, puisqu'on considère vraiment l'ensemble comme un tout intégré. Et donc, quand on décrypte le langage, on essaye de vraiment mettre en parallèle tous les canaux. C'est pour ça qu'on considère aujourd'hui la communication comme multimodale. Et donc, on essaye de voir tous les modes de communication qui interagissent. Donc on a dans la littérature plusieurs fonctions des gestes manuels que j'ai essayé de mettre en parallèle avec les expressions faciales. On sait par exemple que les gestes des mains permettent de planifier mentalement son discours, c'est pour ça qu'on en produit. Ça nous permet par exemple quand on recherche un mot d'accéder au phénomène du mot sur le bout de la langue par exemple, d'accéder au mot que l'on cherche. En situation plus didactique, en classe par exemple, les gestes des enseignants permettent de montrer aux élèves qu'on va changer d'activité par exemple. Donc c'est aussi une visée didactique. Le pointage, dans une situation plus ordinaire, permet de donner la parole à des gens, mais aussi de la garder, puisque en montrant avec des mains, on peut montrer qu'on est au cœur de notre sujet, donc garder la parole. Et enfin, on peut aussi attirer l'attention de son interlocuteur grâce aux gestes manuels. Mais donc, qu'en est-il du sourire, puisque donc, ces fonctions-là sont propres aux gestes des mains, mais est-ce que le sourire participe au même titre à la communication? Est-ce qu'il est aussi important dans l'organisation de l'interaction? Donc, est-ce qu'il sert autant à la planification de l'interaction? Est-ce qu'on sourit aléatoirement dans une conversation? C'est-à-dire, est-ce que le sourire apparaît à des moments précis, non arbitraire, ou est-ce qu'au contraire on pourrait l'utiliser, finalement est-ce qu'on est libre d'utiliser cette expression? Et est-ce qu'on sourit différemment en fonction de notre interlocuteur? C'est-à-dire est-ce que précisément dans ma thèse, ce que j'ai étudié, c'est est-ce qu'on est différent en fonction du fait que l'on connaisse très bien son interlocuteur ou lorsqu'on se rencontre pour la première fois? Donc là aussi, l'idée est de savoir si la relation qu'on entretient avec l'autre, donc la rencontre typiquement, est-ce qu'elle est propice à l'émergence de sourire et est-ce que le sourire social est davantage utilisé dans ces contextes. Donc cette présentation va se dérouler de la manière suivante. Je vais d'abord vous présenter les différents types de sourires, comment est-ce qu'on les décrit plutôt formellement. Et ensuite, je vous présenterai quelques méthodes d'analyse qu'on utilise en sciences du langage et en sciences humaines et sociales de manière générale. Et enfin, je vous présenterai donc les fonctions du sourire qu'on a pu dégager dans la conversation principalement. Donc le sourire est une expression faciale complexe dans la mesure où elle fait intervenir plusieurs muscles du visage, donc 5 à minima, les zygomatiques et les muscles orbiculaires des yeux. On s'en est bien aperçu quand on a dû porter tous et toutes des masques. Donc les yeux, effectivement, sont extrêmement importants quand on doit véhiculer un sourire, particulièrement quand la bouche est cachée. En ce qui concerne l'origine de ce mot, il me semble important de revenir juste sur cette étymologie pour préciser
que bien que cette étymologie, ça vient du latin, donc subridere, on ne considère pas le sourire comme une sous-catégorie du rire. Il ne s'agit en aucun cas de quelque chose de moindre, c'est pas un sous-rire, c'est bien une expression faciale différente, avec des fonctions différentes, des fréquences d'apparition différentes aussi. On vocalise un rire alors qu'un sourire pas tellement. Donc on sait aujourd'hui que ce sont vraiment deux expressions différentes et à part entière. C'est important de le préciser parce que en sciences du langage, quand on va essayer d'analyser un phénomène, d'abord il est important de le définir et de bien poser les frontières du dit phénomène qu'on va analyser. Une autre question qui est souvent adressée concernant l'origine du sourire, c'est le caractère inné ou acquis de cette expression. Alors, sans grande surprise, inévitablement, le sourire est les deux. Il est à la fois inné, puisqu'il apparaît dès les premières heures de vie, comme un réflexe physiologique, donc il n'est pas une réponse à un stimuli particulièrement agréable. Il est juste un réflexe physique. Donc c'est une des premières mimiques faciales du bébé et une étude a notamment montré, elle a été corroborée depuis, que même des sourires, même des bébés aveugles souriaient, ce qui est une évidence supplémentaire au fait qu'on sourit non pas par mimétisme ou en réponse à quelque chose, mais vraiment parce que c'est un réflexe. Il est également acquis, ce sourire, on l'apprend à sourire, notamment donc pour répondre à une demande ou à une sollicitation, pour demander ou montrer un état ou un objet. Et ce sourire plutôt social apparaîtrait un petit peu plus tard, entre 1 à 2 mois après la naissance, ce qui suggère que c'est plutôt lié à la maturité neurologique. Il devient encore plus fréquent entre 4 et 12 mois. Et là aussi, il permet, donc, selon cette étude de 2007, de maintenir notre entourage, donc l'entourage du bébé, qui serait donc mieux accompagné lorsqu'il sourit. Donc le sourire est inévitablement à la fois inné, à la fois acquis. Ce débat aujourd'hui n'est plus trop d'actualité, donc on ne se pose plus la question. On a des certitudes sur le fait que ce soit les deux. Le sourire est bien sûr aussi inévitablement l'expression d'émotions. Donc plus les expressions faciales en général permettent de véhiculer des émotions, parfois de manière involontaire, donc ça peut trahir un état émotionnel qu'on ne souhaitait pas montrer. Notamment, c'est le cas des micro-expressions, ces expressions faciales qui apparaissent moins d'une demi-seconde sur le visage d'une personne, ce que décrit très bien cette série que je vous recommande, Lie to Me, avec Tim Roth, donc, qui incarne donc, le personnage de l'anthropologue Paul Ekman, dont je vais parler tout de suite, qui a donc lui permis de dégager un système d'encodage des expressions faciales. Ce système, c'est une manière de coder tous les muscles du visage et de comprendre à quelle expression faciale il résulte. Donc c'est vraiment, donc c'est le premier chercheur à avoir mis en évidence 43 muscles faciaux capables de produire environ 10 000 expressions faciales, dont 3 000 sont porteuses de sens. Et ça, c'est extraordinaire en sciences humaines et sociales comme outil de travail parce qu'il y a un consensus à utiliser cette grille. Donc déjà, c'est facile pour tout le monde d'accéder aux expressions, mais aussi parce qu'il a réussi à mettre en évidence le fait qu'il y a des émotions universelles. Peu importe la civilisation dans laquelle on est, il y a donc plusieurs émotions universelles. 7 précisément. La première, donc le dégoût, la haine, la surprise, le mépris, la peur, la tristesse. La joie viendra ensuite. Et donc ces émotions universelles, elles sont la résultante de donc, cette combinaison des unités d'action que vous avez pu voir dans le système d'encodage du fax. Et ça, c'est une avancée importante parce que, donc, plutôt du point de vue de la psychologie sociale, mais ça nous permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on fait passer nos émotions. Alors, à travers un langage visuel. Et donc, c'est notamment aujourd'hui réutilisé beaucoup dans les films d'animation ou dans les logiciels de reconnaissance faciale. Donc, ça nous permet de comprendre comment est-ce que face à un écran ou comment est-ce qu'on implémente sur un écran des émotions d'humains.
Donc la 7e émotion sur laquelle je vais davantage m'attarder évidemment est la joie, que j'ai découpée ici pour vous montrer un petit peu comment ça s'analyse. On regarde vraiment donc chaque parcelle du visage, et donc ce sont les unités d'action, action unit, que vous voyez ici. Donc la contraction de ces 5 muscles permet de réaliser un sourire dit plutôt authentique, dont on va parler aussi juste après. Et c'est donc ça permettrait de véhiculer de la joie, mais on va le voir, pas que. Le sourire, c'est pas que pour exprimer cette émotion positive. Pour vous illustrer aussi donc les différentes applications de ce système d'encodage, je me permets de vous montrer donc un extrait de ce film d'animation Pixar, Vice Versa, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet notamment de personnifier chaque émotion. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? Moi, je le sais. Avec les expressions faciales. Je sais ce qui se passe dans la tête de Riley. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à... Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie. Bon, excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord. Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare. Remarquable. Ok, on est hors de danger. Merveilleux. Là, non, virage. Je vous présente Peur. Avec lui, Riley est en parfaite sécurité. Doucement, attention, on est bon. Non, on est bon. Merci, je l'ai fait pour devoir. C'est parti. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà Colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui vas déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion, on a un avion, Un avion. Waouh! Très bien représenté dans ce film d'animation, toutes les émotions, et vous avez vu les expressions faciales donc, de chaque type d'émotion. Donc le sourire ne sert pas seulement à exprimer de la joie, il permet également de montrer un amusement, mais aussi de la gêne, de la moquerie et du sarcasme aussi, donc ça a été très bien décrit. Il a été aussi décrit que le sourire serait de 2 manières. Il serait possible de feindre un sourire, donc d'avoir un sourire plutôt authentique, plutôt spontané, ou alors un sourire plutôt social. Ça, c'est l'anatomiste Duchesne de Boulogne qui a montré ça, qui dirait que donc ce sourire spontané exprimerait une joie authentique. Il ferait alors intervenir à la fois les zygomatiques et à la fois les orbiculaires. Et le sourire plutôt social, lui, serait uniquement la résultante de la contraction des zygomatiques. Il y aurait donc ces 2 types de sourires. Cela dit, donc, cette dichotomie aujourd'hui est un peu critiquée, dans la mesure où on manque de preuves empiriques qui montreraient le lien entre la contraction de ces muscles et un sourire plutôt authentique, et aussi parce que le sourire de Duchesne donc, pourrait apparaître alors qu'on demande à quelqu'un de sourire. Donc, quand on élicite un sourire et qu'on pourrait faire apparaître un sourire, ça voudrait dire que finalement, cette distinction n'est plus tellement valable. Cela dit, donc, ça a permis de montrer notamment qu'il y avait différents muscles, là aussi, associés aux différents types de sourires. Donc, voilà pour cette petite introduction, les différents types de sourires qu'on peut dégager plutôt formellement. Je vais maintenant vous présenter donc les différentes méthodes d'analyse. Comment est-ce qu'on s'y prend pour décrypter le sourire dans les interactions. Et donc 2 points de vue
plus particulièrement en linguistique, on a toujours ces deux types de méthodes complémentaires, à la fois analyser la production, donc on regarde des personnes produire des sourires et on analyse ce qui se passe. Donc c'est le cas par exemple si on se demandait est-ce que le sourire est aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes, on observerait des personnes en interaction de deux genres et on analyserait ce qu'ils produisent. Ça c'est la première méthode, plutôt donc du point de vue de la production. La deuxième méthode, c'est plutôt du point de vue de la perception. Donc, c'est demander le jugement à des personnes, notamment d'observer des gens et de voir quels effets ça peut leur faire. Donc, par exemple, on pourrait demander, est-ce que tu entends un sourire en faisant écouter quelqu'un qui sourit, par exemple, à un panel de personnes. Et donc, ça, c'est plutôt le point de vue de la perception. Donc justement, en termes de perception, on a pu observer que le sourire est une émotion positive, et ce, quelle que soit la culture. Ça, c'est des études qui ont été aussi corroborées. Par contre, on observe une confusion en fonction des observateurs. Donc, selon du pays duquel on vient, donc c'est aussi culturel évidemment, on peut voir que, par exemple, pour les Japonais, le sourire, c'est une stratégie utilisée pour masquer des sentiments plutôt négatifs. Donc c'est perçu comme manipulateur, malhonnête. C'est perçu comme superficiel aussi et faux dans de nombreux pays, ou alors encore malhonnête ou moins intelligent dans d'autres pays, dont je vais vous montrer quelques exemples. Donc cette dernière étude de 2016 a montré à plus de 4000 participants, 4500, donc des photos de personnes souriantes ou non souriantes. Et on a demandé à ce panel d'attribuer une note donc, de 1 à 7 sur cette échelle de Likert en fonction de l'intelligence ou de l'honnêteté perçue. Et ce qu'il s'est passé, donc cette étude a montré que pour tous les pays que vous pouvez voir à droite de la ligne rouge, il s'agit de pays pour lesquels donc ceux qui percevaient ces gens souriants comme plus intelligents. Donc les pays avec 3 étoiles étant ceux pour lesquels c'est le plus significatif. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si c'est pas tellement. Les derniers donc, sont notamment les Philippines, l'Égypte, l'Autriche, la Chine, la Malaisie, la Suisse et l'Allemagne. Pour ces derniers pays, par exemple, donc, ceux qui sourient paraissent plus intelligents. Au contraire, donc, ceux qui se trouvent à gauche de la ligne rouge, donc le Japon, l'Inde, l'Iran notamment, sont des pays pour lesquels les personnes qui sourient le plus sont perçues comme moins intelligentes. Et ça, ce sont des résultats significatifs et là aussi répétés, donc fiables. Deuxième élément qui a été testé dans cette étude, c'est l'honnêteté. Et donc là aussi, vous pouvez voir à droite de la ligne rouge donc les cultures pour lesquelles le sourire est un gage d'honnêteté. Donc là aussi, le plus significatif étant le plus à droite, l'Autriche, le Portugal, l'Angleterre, la Grèce, la Colombie, les Philippines, l'Australie et la Suisse. Et donc pour ces pays-là, donc il n'y a pas d'échelle négative cette fois-ci, donc on ne considère pas que le sourire est un gage de malhonnêteté ici. Et donc pour ces pays, pour les personnes de cette culture-là, le sourire est un gage d'honnêteté. Donc là, c'est intéressant, ces études-là qui portent uniquement sur un matériel photographique. Cela dit, c'est hors contexte d'interaction, donc c'est pas ce que l'on fait nous en sciences du langage, puisqu'on essaye de voir le sourire, mais à la fois ce qui est dit. Donc on va avoir différents types de corpus pour faire ce type d'études, donc différents types de matériel. Ça peut être du matériel audio, donc on analyse par exemple des conversations téléphoniques, des messages vocaux. On peut analyser aussi donc, des photos en rapport avec une transcription écrite, ou alors de l'audiovisuel, et donc là ça peut être des vidéos, des interviews, par exemple débats télévisés. Ça peut être aussi toutes les interactions que l'on a aujourd'hui via interface, FaceTime ou Zoom, par exemple. Et donc plusieurs méthodes pour analyser les sourires en fonction du contexte. On va, si on veut faire une analyse a posteriori, on va positionner par exemple des marqueurs sur le visage d'une personne, le sujet qu'on va analyser, et ensuite on va filmer. Ça nous permettra ensuite à l'analyse vidéo d'extraire tous ces sourires. Une deuxième méthode consiste à regarder pendant une interaction, donc à se positionner entre 5 à 20 mètres de l'interaction, par exemple dans cette étude dans un café, et à observer comment l'interaction se déroule.
Ça, c'est une deuxième méthode. Et la troisième que j'ai utilisée moi-même, c'est une analyse a posteriori, c'est-à-dire qu'on va d'abord enregistrer des gens, les filmer, et puis analyser ensuite, une fois que l'interaction s'est réalisée, ce qui se passe. Ça nous permet de pouvoir revenir aussi sur l'interaction. Donc mes données, les données sur lesquelles moi j'ai travaillé sont des dialogues qui sont enregistrés en chambre anéchoïque, c'est-à-dire une pièce dans laquelle le son est capté de telle sorte que l'on ne puisse pas entendre les bruits environnants, ce qui nous permet d'avoir une analyse acoustique fine. Et donc il était demandé à ces participants de lire d'abord une histoire drôle, un texte, et ensuite de parler librement pendant un quart d'heure. À gauche, c'est des personnes qui se connaissent bien, et à droite, des personnes qui se rencontrent pour la première fois. On peut voir déjà que les postures nous indiquent aussi ce degré de relation. Et donc après, une fois que l'on a récolté ces interactions, on cherche à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit et comment est-ce qu'ils utilisent leur sourire. Mais pour ça, il faut bien définir ce que sont les sourires. Est-ce donc on regarde la présence et l'absence de sourire. La dichotomie, encore une fois, sociale authentique, on ne la regarde plus. Et fort faible, là aussi, c'est une dichotomie qui nous plaît moins parce qu'elle ne nous permet pas d'être assez précis sur l'intensité de sourire. Donc, ce qu'on privilégie, c'est donc, par exemple, à l'appui de cette échelle que j'ai utilisée, donc c'est un découpage en différentes intensités de sourire, de 0 à 4. Donc, 0 étant un visage neutre, 1 étant un visage avec un sourire bouche fermée, 2, un sourire avec uniquement les dents du haut apparentes, 3, un sourire avec la bouche ouverte, et 4 étant le rire. Et cette finesse d'intensité de sourire nous permet ensuite de comprendre quand est-ce que telle et telle intensité sont utilisées, pourquoi, à quel moment. Autre élément méthodologique concerne cette fois-ci donc la manière dont on va extraire ces intensités de sourire. Donc, dans le cadre de ma thèse, on a développé un logiciel de détection automatique des sourires qui permet donc d'extraire, à l'appui d'un logiciel existant OpenFace, il permet d'extraire donc 68 points sur le visage. Et donc, on va donner au logiciel les vidéos et il va lui extraire ces points et les convertir en intensité de sourire, ce qui est donc un aspect extrêmement pratique pour analyser un grand nombre de données. Si vous le souhaitez, vous avez également donc, le QR code qui permet d'accéder au logiciel qui est en open source. Et donc, ce logiciel va ensuite convertir en intensité de sourire et nous, on pourra faire l'analyse linguistique en fonction de ce qui est dit. Et donc, pour vous donner un exemple de la manière dont, dont le logiciel va travailler. Je pense qu'il faudra qu'on s'organise pour bosser ensemble, monsieur le génie. Alors ça, c'est l'extrait avant traitement. Et donc ensuite, le post-traitement va donner ça. Donc le cube ici suit les mouvements du visage de manière non invasive. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il apparaît en post-traitement. Les points rouges que vous voyez sont les mouvements internes des muscles du visage. Les traits verts que vous voyez représentent la direction du regard. Donc là aussi, c'est intéressant quand on veut regarder comment sont alloués, par exemple, les tours de parole. Et donc ensuite, ce logiciel extrait ces points et les convertit en intensité de sourire. Ça donne ensuite en transcription parce que vous allez voir que donc, les expressions faciales sont assez furtives. Ici, donc, c'est un sourire bouche fermée. Donc, je pense qu'il faudra qu'on s'organise pour bosser ensemble, monsieur le génie. Je veux tes notes. Bouche fermée, sourire bouche ouverte. Ouais, carrément. Enfin, voilà. Du coup, après, là c'est sûr, tu vas pas en... C'est sûr? Du coup, Donc, vous voyez que les expressions sont assez furtives, donc c'est une bonne manière d'avoir à la fois l'extraction automatique des expressions et aussi ensuite de pouvoir le lier au verbal. Et donc, une fois qu'on a récolté nos données et extrait les sourires qui nous intéressent, on va analyser ce que ça nous dit. Et comment est-ce qu'on utilise le sourire. Donc j'en viens aux fonctions du sourire, au regard du discours.
D'abord, ce qu'on a pu observer dans le cadre de ma thèse, c'est que le sourire est omniprésent. C'est-à-dire qu'il représente en moyenne 7 minutes de présence dans une interaction de 15 minutes. Donc plus de la moitié du temps, les interlocuteurs sont en train de sourire. Ce que j'ai pu aussi voir, c'est qu'un sourire dure en moyenne donc plus de 3 secondes. Là aussi, c'est intéressant. Donc d'une part en termes de fréquence, mais en termes de durée, ça veut dire que cette expression est plus fréquente finalement que les gestes manuels, alors que ceux-ci, je reviens à ce que je vous disais au tout début de ma présentation, étaient les plus étudiés. Le troisième point que j'ai pu mettre en évidence dans mon travail concerne la différence entre les personnes qui se connaissent et celles qui ne se connaissent pas. Donc finalement, le sourire n'est pas plus fréquent ou n'est pas plus long non plus que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas. Ce qui veut dire que la relation n'a pas d'effet sur le sourire et donc le sourire est vraiment une composante de l'interaction et pas une composante relationnelle. Le sourire, peu importe le contexte dans lequel on va l'étudier, on dit qu'il n'y a pas une valeur unique au sourire, qu'il faut bien sûr à chaque fois observer la situation de communication, le genre de discours et aussi le type de séquence dans lequel les interactants sont engagés. Donc si, encore une fois, ils racontent une anecdote, il n'y aura pas les mêmes sourires que s'ils sont en train de poser des questions à leur interlocuteur. Donc on regarde le contexte et on a pu voir que le sourire est polysémique, donc il a plusieurs sens, il a plusieurs fonctions, puisqu'on peut donc attribuer des significations différentes en fonction du contexte d'énonciation. Par exemple, on a pu voir que le sourire a un effet physiologique, c'est-à-dire que la contraction des articulateurs, quand on va solliciter ces muscles, va avoir un effet sur la vitesse de vibration des cordes vocales. Et donc, on va l'entendre. C'est pour ça qu'on entend un sourire au téléphone. C'est parce que on a une baisse de vibration des plis vocaux et ce qui va entraîner un changement dans l'intensité de la voix, ce qu'on entend. Et donc, notamment, au téléphone, une voix souriante s'entend, ce qui va générer de la confiance dans notre interlocuteur. C'est pour ça aussi qu'on dit, notamment en marketing, en communication, mais aussi en stratégie commerciale, qu'il faut sourire même au téléphone, puisque ça augmenterait la confiance que l'on peut avoir dans notre interlocuteur. Plusieurs études aussi ont essayé d'observer s'il y avait un effet de genre sur le sourire, donc est-ce que les femmes sourient plus que les hommes. En effet, il y a le sourire est plus fréquent chez les femmes, il est également plus long en moyenne, là aussi, et il est plus souvent sollicité lorsque l'on raconte une anecdote joyeuse, mais aussi quand on raconte une anecdote triste. Donc les femmes sourient plus de manière générale. En revanche, le genre de l'interlocuteur, donc peu importe avec qui elles sont, il n'y a pas d'effet qu'elles soient en présence d'un homme ou d'une femme. Ce sourire a également été étudié dans différents contextes, par exemple en débat politique. Ça a été l'étude de Marine Sandré en 2007 qui a analysé le débat d'entre-deux tours des élections présidentielles entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal et qui a montré qu'il y avait différents types de sourires entre eux. Certains étaient motivés par l'autre, donc c'était, on va le voir, avec des fonctions pour l'autre, et certains, au contraire, c'était pour eux-mêmes. Donc par exemple, un sourire là peut servir à valoriser la parole de l'interlocuteur, donc valoriser auprès des téléspectateurs, à visée sûrement aussi rhétorique, d'effectuer une transition entre deux comportements et entre deux sujets, et aussi de montrer un visage aimable, même alors qu'on est en train d'effectuer un discours mitigé. Donc cette étude a montré notamment que le sourire est très présent quand il y avait la manifestation d'une opinion divergente, d'un désaccord. Par ailleurs, quand les sourires étaient cette fois-ci motivés par le locuteur, ce qui a été décrit comme ceci par cette chercheuse, c'est plutôt pour avoir un effet atténuateur. Donc adoucir son discours plutôt, ou alors amplificateur dans le sens où ça permettrait de renforcer un discours critique. Mais aussi un effet plutôt révélateur, donc se montrer satisfait de ce qu'on est en train de dire, donc revaloriser sa face notamment. Par ailleurs, on étudie bien évidemment le sourire en fonction
procédé qu'on est en train de mettre en place. Ça peut être par exemple quand on veut faire de l'humour. Et donc cette étude a montré, entre des interlocuteurs anglophones et francophones, que les sourires étaient davantage présents chez les francophones, et encore plus quand il y avait de l'humour. Donc il y a plus de sourires pour annoncer qu'on va faire de l'humour, mais aussi il y a plus de sourires réciproques quand la blague a été comprise. Et cette étude a aussi montré qu'il y avait plus de sourires lors d'une interaction par interface, donc derrière une webcam, que en live, que en présentiel. On sait aussi que le sourire est une expression interactive dans la mesure où il peut être une expression de ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire permettre de montrer à son interlocuteur qu'on est attentif à ce qui est dit. Donc pour quelqu'un qui est en train de parler, on est sans cesse à la recherche de signaux, que ce soit sur le visage de nos interlocuteurs ou sur leur posture, pour voir si on est bien compris, si on est suivi et si tout se passe bien dans la tête de l'interlocuteur. Et donc le sourire, effectivement, permettrait de montrer qu'on est bien attentif, que tout est compris, qu'on suit notre interlocuteur, mais aussi donc marqueur d'affiliation, c'est-à-dire de montrer que l'on est d'accord avec cette personne et de renforcer la connivence. Le sourire est aussi une expression privilégiée quand on doit entrer en communication. Donc, par exemple, en situation de rite de présentation, c'est-à-dire une situation plutôt de politesse, comme les salutations ou les remerciements, par exemple quand on nous a offert un cadeau ou quand on nous a invités. Et donc là, on observe que le sourire est particulièrement fréquent. Il permet aussi d'instaurer la confiance dès le début, apparemment, dans les 5 premières secondes d'une interaction avec quelqu'un. Donc je vous recommande le reportage de ce qui est en ce moment sur Arte, Visage et Voix, qui décrit très bien ceci, qui met en évidence le fait que le fait d'avoir confiance en quelqu'un, finalement, se détecterait vraiment sur les 10 premières secondes et beaucoup en fonction du sourire que l'on peut avoir. Cette étude aussi de 2009 a montré qu'en situation de rencontre, donc là c'était une étude dans une salle d'attente d'un médecin, et donc des patients qui étaient en situation d'attente étaient plus à même de se parler quand il y avait des sourires qui étaient engagés. Et donc ça, c'était fortement réduit lorsqu'il y avait l'utilisation d'un smartphone, qui est apparemment entaché la production de sourires et donc, par extension, entaché la rencontre entre ces personnes. Donc le sourire permet de rentrer en communication. Une fois que la communication est établie, il permet aussi d'indiquer un changement. Donc il permet d'indiquer par exemple un changement de tour de parole, donc une prise de parole volontaire, mais aussi une transition entre un sujet plutôt neutre versus un sujet plutôt sérieux, ou alors un sujet plutôt drôle versus plutôt triste. Donc c'est aussi un marqueur de changement, donc ça permettrait de renforcer au-delà du verbal, de donner une indication à notre interlocuteur. Et donc ça nous permet aussi d'indiquer qu'on a compris que l'interlocuteur voulait changer de sujet. Ça a été précisément l'objet de ma thèse, puisque moi je me suis intéressée aux transitions thématiques, et donc j'ai pu voir notamment que le sourire permettait de maintenir l'attention de notre interlocuteur. Donc quand on est en train d'expliquer quelque chose de complexe ou d'élaborer une pensée, le fait de sourire serait une manière d'attirer l'attention et de capter en fait notre auditoire. Il permettrait aussi de clôturer un thème. Donc, lorsque l'on a fini d'élaborer un sujet dans une conversation quotidienne, alors on utiliserait ce sourire pour indiquer la fin de ce thème. Donc, 80% des transitions thématiques que j'ai analysées dans mon travail étaient accompagnées d'un changement de sourire. Et donc, ce que j'ai pu observer d'une manière récurrente, c'est que le sourire apparaît d'une manière non aléatoire, très précisément aux transitions thématiques, aux frontières du changement de sujet. Donc par exemple, quand on annonce un nouveau thème, le locuteur est souvent plus à même de supprimer son sourire. Donc il était en train de sourire, souvent la fin d'un thème est accompagnée de sourire, et puis il va arrêter de sourire pour indiquer que l'on change de sujet. Donc je raconte une anecdote, et puis alors, et toi,
c'était comment tes vacances, et puis le sourire s'atténue. Ce qui va être ensuite interprété par le locuteur, en plus du verbal toujours, et l'interlocuteur va augmenter son sourire pour montrer qu'il accepte cette transition, qu'il a compris que le sujet avait changé et qu'il est d'accord pour aborder le prochain sujet. Parce que ça aussi, en linguistique, c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre, c'est la négociation. Comment est-ce qu'on négocie de manière tacite entre nous pour communiquer ? Et donc, on ne se dit pas « Ah là, je vais changer de sujet, attention, es-tu prêt ?» On utilise des méthodes implicites pour souvent des actes de langage, des manières de le dire sans le dire. Et donc, on pense, mon travail en tout cas montre que le sourire participe à cet implicite dans la conversation. Plusieurs perspectives et applications sont donc envisageables à l'issue de ces connaissances. C'est d'une part le fait de mieux comprendre le rôle de cette mimique nous permet de mieux comprendre aussi la création de notre lien social, le langage étant la première porte d'entrée vers le lien social que l'on crée. D'un point de vue clinique, le fait de savoir maintenant ces fonctions du sourire, ça nous permet de prendre en compte cette expression faciale comme une composante de nos interactions et donc potentiellement comme un élément manquant dans une parole plutôt pathologique. Par exemple, on pense aux différentes paralysies faciales. Puisque si donc ce sourire a telle fonction, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas produire ces sourires ? Et donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées, notamment sur tous les troubles de la communication. On est en train de se demander, enfin les recherches aujourd'hui s'actionnent autour des sourires dits inadaptés. Est-ce que ce serait pas un des problèmes et une des causes d'une mauvaise communication, d'un trouble de la communication, notamment dans les troubles du spectre autistique. Au niveau de l'enseignement, donc en didactique, on sait, au vu donc des fonctions que le sourire a, qu'il serait intéressant de l'intégrer dans les pratiques de l'agir professoral, c'est-à-dire dans vraiment comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on doit enseigner. Comme on a appris aux professeurs à utiliser leur corps, à utiliser l'espace et à utiliser leur voix, on apprend aujourd'hui donc à utiliser les expressions faciales d'une manière plus adaptée pour que ce soit didactique. Au théâtre, au cinéma, cela va sans dire, le fait de savoir que ces expressions ont tel rôle permet d'avoir un réalisme des interactions et c'est aussi utilisé beaucoup notamment aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Si donc pour conclure, si on doit retenir quelques messages de cette présentation, les messages en tout cas que je souhaite avoir fait passer ce soir. Donc c'est que le sourire permet certes de véhiculer plusieurs types d'émotions, pas que de la joie. On l'a vu, de la gêne, de la moquerie, de la surprise, notamment on l'a vu en politique. Plusieurs méthodes pour l'analyser, donc que ce soit sur des corpus audio-vidéo. On a pu voir également qu'il s'entend et qu'il peut être utilisé pour soi, pour l'autre, avec l'autre, et bien sûr, on peut sourire de l'autre. Donc, il est omniprésent, polysémique, donc j'ai aussi, là encore, résumé l'ensemble des fonctions que j'ai pu détailler ce soir. Donc, pour entrer en communication, pour inciter la confiance de notre interlocuteur, pour montrer que l'on est attentif à ce qui est dit par notre interlocuteur, mais aussi pour marquer son affiliation, donc de la connivence, pour marquer de l'humour, pour marquer des transitions thématiques. Donc c'est une expression faciale finalement qui est assez codifiée. Bien sûr, nous sommes tous libres de sourire, mais il apparaîtrait quand même à des positions séquentielles spécifiques dans l'interaction et il est porteur de fonctions interactives, donc aussi important et riche que tous les autres éléments qui font partie de notre langage. Je vous remercie de votre attention et je suis ravie de répondre à vos questions. Le QR code qui vous permet de creuser si vous le souhaitez, c'est un QR code qui vous amène au lien de ma thèse qui est publié en open source aussi, donc auquel vous pouvez avoir accès. Merci. Juste avant de vous donner la parole,
J'espère que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux la vidéo d'une maman chimpanzé qui retrouve son petit qui avait été hospitalisé pendant plusieurs jours parce qu'il avait des soucis de santé. Et on voit le sourire et dans toutes les expressions dont tu viens de parler, dans toutes ces expressions faciales, et c'est vraiment la démonstration ce que nous a pas dit Marie, mais parce que c'était pas le sujet de son exposé, c'est que le sourire n'est pas l'exclusif de l'humain. Les animaux sourient aussi. Les singes, les chiens, les serpents, enfin la plupart des animaux sourient également. Parfois parce qu'ils ont peur, mais c'est aussi un moyen de défense chez les humains. De sourire pour ne pas montrer ses émotions. Tu voulais prendre la parole ? Attends, je te parle le micro. Et puis il faudrait que quelqu'un fasse circuler le micro, s'il vous plaît. Toi, par exemple, puisque tu vas être debout. Bonsoir, madame. Bonsoir. Très heureux de votre travail qui est très abouti, Merci qui est beaucoup. très intéressant. Ceci dit, il me pose des questions dans le sens où déjà tout ce qui concerne les sciences sociales et psychologiques, ça peut être plus ou moins tendancieux, comment on s'en sert, tout dépend. Et ceci dit, voilà, votre travail qui est très intéressant, à mon avis, il reste au niveau individuel, mais vous ne le reconceptualisez pas dans une société. Comment on le resitue dans une société socio-économique, politique notamment? Et est-ce que c'est un outil neutre, mais comment on peut s'en emparer, comment s'en servir, par exemple au niveau d'un recrutement professionnel, au niveau de GSE, enfin je ne sais pas. Donc c'est comment on peut arriver que ce ne soit pas trop, disons, intrusif, quoi. Alors, je pense que vous avez très bien démarré cette question puisque vous dites effectivement ça peut être tendancieux. Sur la manière dont on va analyser et ce qu'on va dire finalement après de nos analyses. Donc l'objet en linguistique, c'est vrai que ce n'est pas de donner des préconisations de comment vous devez sourire pour être bien aimé ou pour être apprécié dans un entretien de recrutement. C'est vraiment, et moi alors particulièrement dans mon domaine, puisque moi je travaille sur de la conversation. C'est vraiment l'interaction quotidienne par essence. C'est pas un entretien professionnel, c'est pas un entretien d'embauche. C'est une manière donc de décrire, donc si vous voulez, comment est-ce que on arrive à communiquer, pourquoi on utilise ces différents moyens, et donc qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas aussi. Comment est-ce qu'on arrive avec succès ou pas à échanger. Ça c'est le cœur, vraiment le cœur de la linguistique. C'est comment est-ce que ça fonctionne d'une manière très descriptive. Alors, j'entends votre remarque et par contre, on peut utiliser ensuite donc, les notions que l'on dégage. C'est tout à fait fait d'ailleurs, notamment par la PNL, c'est pas ici l'objet d'en faire l'apologie, mais la psychoneurolinguistique, qui permet notamment de dégager donc, ces fonctions et de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, par exemple, pour mieux comprendre son interlocuteur, même si on a un entretien de 10-15 minutes, ou dans les stratégies commerciales. Mais là, c'est vrai que l'objet en linguistique interactionnelle des conversations, encore une fois, il y en a qui travaillent sur ça, mais moi, c'est pas mon objet de recherche, mais il y en a qui travaillent sur ça, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Vous pensiez à quelque chose en particulier? Vous aviez un besoin en particulier pour, par exemple, un... Dans le micro. Dans le micro, pardon. Oui, en soi, c'est un outil neutre. Vous pensez au détecteur, l'outil, c'est le détecteur de voilà, d'expression faciale. l'analyse, tous les curseurs, tous les signifiants Oui. qui feront que on peut les utiliser d'une certaine façon, plus ou moins louable, quoi. Dans une société un peu autoritaire. Vous voulez parler donc des dérives, finalement. Voilà. D'accord. Possible. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on comment on peut pas. les contenir, Comment les on peut dérives. contenir, ouais. Voilà. Est-ce qu'il faut... Alors, C'est comme tous les outils.
Ce que je dis, Ça peut c'est un servir outil, justement, le marteau comme peut servir à la enfoncer un clou. fourchette ou le couteau, on mange avec, on tue aussi, oui, c'est sûr. Exactement. Mais en technique de communication, donc pas seulement en technique verbale, on parle des 3 20. 20 premiers mots, 20 premiers gestes et 20 premières secondes. Et c'est dans cet espace-là que l'on établit la relation, qu'on établit de la communication. Et tout le monde s'entend à dire que si la communication n'est pas établie dans cet espace, c'est même pas la peine d'essayer de poursuivre, de l'établir. Il vaut mieux passer à autre chose. Il y avait d'autres questions. J'ai juste 2 petites questions. La première, déjà merci pour votre exposé. Et ensuite, par rapport aux comparaisons que vous faites entre les hommes et les femmes qui sourient plus, est-ce que c'est pas un problème d'éducation, puisque depuis le début, en éducation genrée, où on demande aux femmes de sourire plus, de ne pas montrer leur colère, de ne pas s'exprimer comme ça. D'être plus douce, etc. Et deuxièmement, les diagrammes que vous avez présentés, la France semble se distinguer d'autres pays européens par rapport aux courbes qui sont présentées. Et comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors pour votre première question, bien sûr, je pense que c'est évidemment les raisons, les facteurs d'éducation jouent énormément dans ce résultat. Ça n'a pas été l'objet de ma recherche, hein. Ça c'est des résultats que je vous ai présentés d'études de collègues, mais pas de mon travail en particulier. Donc oui, on pourrait l'expliquer donc d'un point de vue de l'éducation. Et là aussi, en linguistique, alors je reconnais, c'est un petit peu frustrant quand on l'explique comme ça, mais en linguistique, on cherche à décrire et non pas forcément à expliquer le pourquoi, mais à vraiment voir voilà, comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait. Mais les causes, c'est encore autre chose. Ça va être de la sociologie, ça va être de l'anthropologie. On va pouvoir très bien l'expliquer. En linguistique, et dans cette étude, en tout cas, il ne parlait pas spécialement des causes de cette différence entre genres. Mais je pense, à titre personnel, que c'est tout à fait ça. Pour revenir sur le diagramme, peut-être pour être plus précise, là aussi, je n'ai pas de mérite sur cette étude. Hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc la France ici sur la perception de l'honnêteté, alors c'est pas significatif, on voit une seule étoile. Et donc effectivement, vous disiez, elle semble plus... Oui. Parlez dans le micro, sinon ça n'est pas enregistré. Alors pour ces deux, précisons pour la France en tout cas, pour ces deux, le résultat n'est pas significatif. Ça veut dire que ce n'est pas ressorti comme une différence que l'on peut prendre en compte statistiquement. Donc la France ne se distingue pas à ce niveau-là. Les seuls pays qui se distinguent sont le Japon ici et l'Inde. Donc c'est les 3. Et là, il y a 3 étoiles aussi, donc c'est la Corée du Sud pour l'intelligence. Et vous pouvez voir aussi ici, c'est à partir de là. Donc la France ne se distingue pas particulièrement, moi ce qui peut paraître étonnant, mais ne se distingue pas particulièrement, ne considère pas en tout cas que le sourire est gage d'intelligence ou d'honnêteté plus particulièrement que ça. Alors par contre, on est des éternels sceptiques. Là, je rebondis sur le commentaire de tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on les outils qu'on peut présenter ou les manières d'interpréter ce genre de résultats, bien sûr, peuvent amener à controverse. Et on peut toujours détourner, finalement, on pourrait détourner même ce résultat pour le vendre à quiconque. C'est pourquoi, moi aussi, et dans mon laboratoire, donc le laboratoire Parole et Langage, on est attaché à mettre à disposition nos outils, les outils qu'on développe avec les ingénieurs et nos résultats, c'est-à-dire les publications, les articles, à les rendre accessibles en open source. Donc ne pas les vendre, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure sur ma thèse, notamment la publication entre autres, mais c'est aussi une manière de ne pas subir une quelconque pression par quelqu'un qui voudrait avoir un outil pour tel. Donc on le rend accessible à tous, après par contre quiconque peut en faire ce qu'il veut, et là on ne maîtrise pas, effectivement, du moment que ça rentre dans le domaine public, on ne maîtrise pas les conséquences. Vous aviez une question? Oui, j'avais une question qu'a repris la dame. Mais je voudrais la préciser. Vous avez comparé les réponses en sourire, enfin les sourires des femmes et des hommes.
mais je me demande si vous n'auriez pas pu aussi comparer les sourires des différentes nationalités. Parce que moi, j'ai vécu très longtemps en Angleterre et j'aurais aimé savoir si le fait de sourire différemment vient d'un contexte de pays ou social. Et ma deuxième question, qui est complètement différente, c'est, on a parlé de manipulation des résultats. Moi, je me demande s'il n'est pas possible, si dans votre analyse des différents sourires, vous pouvez faire la différence entre un sourire naturel ou un sourire voulu. Alors, merci pour toutes ces questions. Comme ça, ça permet de revenir sur plusieurs points. C'est très intéressant. D'abord, pour la première question concernant le genre, je précise, c'est pas moi qui ai fait cette étude. Ça, c'est une étude qui a été faite ici en 88. C'est pas moi qui ai étudié dans le cadre de ma thèse ça. Donc, j'ai pas, moi, dans ma thèse, le genre n'était pas assez... j'avais pas un panel assez large pour pouvoir faire des statistiques qui montreraient cette différence. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, par contre, ça a été montré. Est-ce que, par contre, dans cette expérience, ils ont mis en relation avec la nationalité? Non, ça n'a pas été fait. En revanche, donc ça, c'est l'expérience que je vous ai montrée, l'autre, celle des différentes cultures. Et en effet, approchons-nous de plus près sur l'Angleterre, c'est ça? United Kingdom. Alors, voilà, vous le voyez ici, en effet. Donc, pour ces gens qui sont de culture anglaise, quand ils perçoivent un sourire, ils considèrent ça comme plus honnête. Concernant l'intelligence, United Kingdom aussi, et à droite de la ligne rouge. Donc ça veut dire que ces personnes-là considèrent comme plus intelligent quelqu'un qui sourit plutôt que quelqu'un qui ne sourit pas. Alors ces résultats ont été corroborés depuis. Ils ont été réalisés sur 4519 participants. Ce sont des statistiques, la méthode en tout cas que j'ai pu voir utiliser a l'air fiable. Après, on peut en faire l'interprétation qu'on veut. Moi, l'élément critique que j'avais juste par rapport à cette étude concerne le fait que c'est sur des photos uniquement. Moi, tout mon propos ce soir, j'espère que vous l'avez compris, c'est de vous dire que le sourire doit être analysé en contexte. Sur une photo, ça ne veut rien dire. Et donc, j'en viens à votre dernière question. Est-ce que le sourire est voulu et comment est-ce qu'on fait pour savoir finalement dans les analyses s'il est voulu ou non? Là aussi, ce n'est pas l'objet de la linguistique. La linguistique ne cherche pas à savoir si c'est conscient, ce qui se passe dans la tête de l'interlocuteur. Nous, on cherche à comprendre qu'est-ce que ça a comme effet sur l'interaction et est-ce que l'interlocuteur réagit. S'il y a une réaction, peu importe que lui, il l'ait pris comme volontaire ou non, en tout cas, la manière dont il va réagir, nous, on va comprendre ce que ça a comme effet sur la communication. Est-ce qu'ils se sont compris ? Est-ce qu'ils avancent sur la question? Est-ce que le sujet continue d'être élaboré? Et donc, alors maintenant, il y a des études en neurolinguistique qui cherchent à comprendre, par exemple, ils mettent des électrodes, ils enregistrent l'activité cérébrale en même temps qu'ils parlent, et ils essayent de voir si les émotions associées par exemple, à des réactions reptiliennes, dites reptiliennes, est-ce qu'elles sont, sollicitées même dans un discours, par exemple, plutôt donc souriant ou quand on est volontaire ou involontaire. Donc on élicite des comportements et on voit ce qui se passe. Ça peut être fait, c'est pas là dans cette étude en tout cas, c'était pas l'objet de mon travail de regarder si c'était volontaire ou non. Oui, moi, ce qui me fait sourire, c'est de voir les Japonais en dernier, alors qu'on a l'image du Japonais toujours en train de sourire. Ça, c'est le Bouddha. Alors, les Japonais,
Là, vous le voyez, ils se situent à gauche sur l'échelle d'intelligence. Ça veut dire qu'ils considèrent donc moins intelligent quelqu'un qui sourit. Ça ne veut pas pour autant dire qu'eux-mêmes, ils vont aller s'inhiber de sourire. En tout cas, eux, ils le perçoivent comme ça. Vous avez vous-même une expérience japonaise qui vous fait dire ça? Quand je vois des films ou des... Pardon, quand je vois des films ou des photos, j'ai l'impression de voir plutôt les pays asiatiques sourire plutôt que nous. Nous, mettons les Français, on est assez renfrognés quand on est souvent des... oui, je pense, un petit peu. Pas les Marseillais, peut-être. Mais... Pas chez nous. Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé plutôt souriant. C'est drôle, hein, et content d'être souriant. Bon. Comme quoi, oui, on peut avoir on peut se tromper. C'est possible, ouais. Est-ce qu'il y a des études entre le sourire et la météo? Non, la météo liée en fonction du bassin méditerranéen. Les gens qui habitent dans des régions ensoleillées sourient davantage que les personnes qui en sont privées? Ouais, sûrement, ça pourrait être un facteur lié. Non, par contre, cette étude, ils ont corrélé ça avec le taux de corruption. C'était le résultat, je l'avais noté. C'était donc elle a été le niveau de corruption sociale. Donc selon en fait le niveau de corruption qu'on avait dans le pays, le sourire était perçu comme plus malhonnête, plus la corruption est élevée. Donc ça a été corrélé avec la corruption. Ça paraît aussi, oui. Bon, là aussi, c'est encore une fois sur un matériel photographique. C'est pas l'objet de mon travail précisément, mais c'est toujours intéressant, je crois, de savoir ce que l'on pense des expressions, effectivement, culturellement, en fonction de l'âge aussi. Il y a des études qui ont travaillé sur les effets de l'âge. On sourirait plus étant plus jeune, et dans des situations différentes, en réalité. Au-delà du sourire, qui en fait quand même partie, il y a des spécialistes de l'expression faciale qui interviennent très régulièrement, et notamment au moment des campagnes électorales, ou à la fin d'une prise de parole, ces spécialistes disent si le discours était honnête, pas honnête, s'il était objectif, pas objectif, s'il était vrai ou pas. Et ça avait été fait et accompagné d'une analyse, alors à la fois des expressions faciales, mais de la gestuelle. En fonction du nombre de gestes de main, le discours était classé plus ou moins convaincant. Donc ils avaient demandé à un panel de téléspectateurs de noter s'ils trouvaient le discours convaincant, et ils avaient corrélé ça avec le nombre de gestes et surtout la pertinence de cela. Est-ce qu'ils apparaissaient à des moments qui étaient opportuns? Donc oui, bien sûr, la communication, vous l'avez, j'ai plus besoin de vous convaincre, est nécessairement multimodale. Oui? Oui, pour revenir sur l'Asie, moi, il me semble, dans ma modeste expérience de voyageur, j'ai l'impression que beaucoup de gens sourient dans des situations où il y a une confusion. Et la dernière des choses à faire en Asie, c'est de faire perdre la face à son interlocuteur. Et alors, bon, ça peut se corroborer avec ce qui est évoqué là par rapport à l'intelligence. Donc, quelqu'un qui vient de commettre une erreur ou qui vient de faire une gaffe, voilà, on va pas le faire rougir, on va pas lui faire perdre la face, et ça se traduit comme ça. Bon, moi j'ai vu ça, par exemple au Laos, au Cambodge, dans des cours où je suis allé en Asie, je suis pas allé au Japon. Et après, bon, autre point, je trouve que c'est intéressant aussi de parler du non-sourire. Par exemple, Fidel Castro pouvait haranguer la population avec un discours très construit pendant 6-7 heures, jamais un sourire. Très étonnant. Buster Keaton, qui nous a beaucoup fait sourire, c'est l'homme qui ne sourit jamais. Voilà, c'est quoi aussi cette posture
cette contraction qui fait que on va, comme fidèle, parler, et sans jamais proposer aucun sourire à autrui, en l'occurrence à la foule en liesse, à la banne. Vous avez raison aussi sur le ménagement de la face, en fait. Hein. Ça a été aussi un grand sujet chez les anthropologues. Comment est-ce qu'on protège? Dans l'extrait que je vous ai montré au tout début, Nicolas Demorand se trompe et il sourit lui-même. Là aussi, c'est pour se protéger, qu'on sait que ce sourire aussi sert à se protéger d'une moquerie éventuelle ou se moquer de soi-même aussi, de l'autodérision. Donc ça, effectivement, c'est un des procédés qui est récurrent. Et le non-sourire, il faudrait le mettre en relation parce que pour montrer qu'il sert à quelque chose, donc, enfin, on peut pas analyser quelque chose qui n'existe pas, qui n'apparaît pas. Donc il faut toujours le mettre en opposition à. Pour ça que quand on étudie, je vous ai montré le sourire, on va dire présence, absence, mais on peut pas l'analyser seul comme étant une composante. Parce que le fait d'être plus ou moins éloquent, ça dépend de multiples facteurs, pas forcément que le non-sourire, mais ça serait intéressant de regarder. Oui. Moi, je voulais juste demander des références sur une émission, le documentaire sur Arte, Visage et... Ah oui. Alors, Visage et Voix, je vous le repositionne. Alors, il est en replay, donc vous pouvez le voir sur Internet directement ou même sur la télé en replay. Il est rediffusé directement sur Arte. Et donc, soit sur l'ordinateur Arte Replay, soit sur votre télé, Arte Replay aussi, vous allez voir. Et le titre, c'est Visage et Voix. Alors, il est passionnant, ce documentaire. Il y a beaucoup de linguistes, mais aussi des neurologues, il y a différents scientifiques en fait, mais beaucoup sur comment est-ce qu'on perçoit les gens, c'est beaucoup ça. Les toutes premières minutes, comment est-ce qu'on arrive à capter si on peut faire confiance à quelqu'un. Et donc c'est les méthodes, à la fois les méthodes d'investigation, mais aussi les résultats, avec notamment Pascal Belin, qui est un de nos collaborateurs au laboratoire Parlé-Langage à AMU. Avec les nouvelles technologies, comment est-ce qu'on implémente ça aussi sur les agents conversationnels, donc les robots humanoïdes. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de toutes ces connaissances et comment est-ce qu'on les utilise. Ils ont notamment, ils détaillent à un moment quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur comment est-ce qu'on pourrait comprendre en fonction de la voix, parce que c'est des linguistes de manière générale, donc qui étudient aussi par exemple les variations de l'intonation, comment est-ce qu'on pourrait détecter une maladie dans la voix. Alors là, ils parlent du Covid notamment, ils disent que selon l'intensité, donc la vitesse de vibration des cordes vocales, on pourrait savoir si quelqu'un est malade ou non, mais ça serait donc potentiellement le fait d'analyser les synthétiseurs vocaux, les analyseurs vocaux, nous permettrait de faire un diagnostic, Covid ou non, ou autre, mais de diagnostiquer des maladies en fonction de l'intensité vocale. Et vous verrez, c'est passionnant et très bien vulgarisé. Donc Visage et Voix sur Arte, je l'avais noté, je vous le remets. Est-ce qu'on a analysé le sourire de la Joconde? Oui, tout à fait. Absolument, ça a été un... Il a fait couler de l'encre. Et alors, elle se fout de nous? Non, alors là, encore une fois, d'un point de vue linguistique, il n'y a pas de verbal, il y a un contexte quand même, on peut analyser le contexte. Par contre, ce que j'avais écouté un podcast sur son sourire, enfin, c'était plutôt d'un point de vue, c'était un artiste qui décrivait, un artiste peintre, qui décrivait ça. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que justement, si on doit passer un détecteur sur elle, il n'y a pas vraiment de flexion des zygomatiques. Pourtant, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle sourit. Mais si on observe vraiment, on ne voit pas vraiment de contraction. Et donc ça, apparemment, c'est la résultante alors, de la posture, mi-face, les yeux, qui apparemment sourient. Mais en linguistique, par contre, on n'a pas creusé. Mais oui. Ça a fait couler beaucoup d'encre. J'essaie de me remettre sur Arte pour vous donner la référence.
Autre intervention? Oui, en provençal, il y a le rire des chiens. Alors, c'est un sourire, justement. Le rire de chien, c'est le sourire du chien. Et en fait, c'est très ambivalent parce que c'est en fait le sourire d'un animal qui va mordre. C'est en fait l'ironie mordante en provençal. Bon, j'amène un peu mon grain de sel autour de la culture occitane, puisque malgré tout, on est ici en Provence. Je vais pas pouvoir davantage compléter là, je sais plus, c'est hors de mon domaine de compétences. Madame la référence, la voici. Visage et voix. Attends, on va te faire passer le micro, t'affole pas. On m'entend quand même, bon. C'est pour la captation. Voilà. Oui, auparavant, sur les photos d'identité, on pouvait sourire enfin, discrètement ou quoi. Et maintenant, c'est strictement vous embête interdit. avec ça. Hein. Et pour quelle est la signification? Alors ça, il faudrait demander quand même à l'administration. J'aimerais bien leur en toucher un mot, mais je ne peux pas vous donner de réponse. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y aurait une explication parce que justement, on fermerait les yeux. Donc on perdrait la visibilité de la couleur des yeux, donc potentiellement une moins bonne reconnaissance. Honnêtement, là, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision qui me semble effectivement pas appropriée, mais... C'est un fait, on fait avec, voilà. C'est ce que je me dis. Pour la reconnaissance, avec parce que quand on sourit, on va plisser naturellement les yeux, donc ça change la forme. C'est plus neutre. Enfin, on peut dire que de baisser aussi sa mâchoire. C'est pas innocent, quoi. Oh, calmez-vous. Attendez le micro, s'il vous plaît. C'est pour la captation vidéo, c'est quand même mieux. Et puis aussi pour réguler la parole. C'est rare qu'on soit contrôlé sur les frontières depuis très longtemps, mais quand on est contrôlé par hasard, on a forcément un visage neutre. On n'a pas idée de faire de rire ni de sourire. Pourtant, on a vu que c'était gage de confiance dans plusieurs cultures, gage de plutôt sympathie, mais effectivement, c'est pas ce qui est attendu dans un moment comme celui-là. Ouais, la plupart du temps, les policiers qui vous demandent de montrer vos papiers ou quoi ont un visage neutre. C'est rare qu'ils aient un visage souriant. Et donc, on ne se permet pas de répondre. C'est vrai, ça, par contre, que c'est une mimique contagieuse. Ouais. Donc, si on n'a pas un interlocuteur souriant, on va être moins à même nous-mêmes de sourire. Nécessairement, ça aussi, c'est... On se sentirait en porte-à-faux devant quelqu'un qui a un visage très neutre. On est en décalage, absolument. Donc on ne le fait pas. En fait, on essaie de ne pas attirer l'attention du tout et de partir, parce qu'on ne sait jamais le temps qu'ils vous font perdre. Mais enfin, je suis ravie de voir qu'il y a de moins en moins de contrôle. Et même avec... C'est vraiment pas le sujet ce soir. Qui d'autre? Complètement au fond, s'il te plaît. Allez. Si j'ai bien entendu, dans vos études, vous avez filmé aussi des gens en interaction, en conversation. Mais finalement, je me dis que quand on sait qu'on est filmé, on s'y prend pas de la même façon. On sourit probablement davantage. Et est-ce que c'est pas un biais, ça, dans votre travail ? Alors, ce qu'on a fait, c'est pour éviter ce biais-là, c'est qu'on a comparé avec des interactions naturelles. Donc, on a pris des résultats existants dans d'autres études pour voir si c'était un artefact ou alors la résultante d'un vrai processus conversationnel. Et ce qui donc est apparu, c'est que, alors c'est pas, on peut pas dire que le cadre expérimental a zéro impact. Ça n'existe pas. On sait que les expériences en laboratoire ont un effet nécessairement. Par contre, ce qu'on arrive à contrôler, c'est le fait d'observer s'il y a des régularités et à des moments qui sont, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, les participants ils disent
des choses plutôt confidentielles, et d'un coup ils disent oh là là, mince, on ne devrait pas dire ça, on est filmé. Et donc à un moment donné, on oublie la caméra, on oublie un petit peu le cadre expérimental, et effectivement là on commence à avoir une interaction plus naturelle. Donc ça c'est pour ça qu'on a des interactions plutôt longues, donc, qui permettent d'avoir le temps de s'habituer au cadre, et donc on essaye effectivement d'enlever ce biais-là. Après, nécessairement, quand on fait des études expérimentales versus des études dans un environnement qu'on dit plus écologique, donc dans un environnement naturel, on essaye de mettre en comparaison. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Moi, j'aurais jamais pu analyser autant de données et faire de la reconnaissance, par exemple, détection automatique de sourire, si j'avais analysé des gens dans un café, par exemple, ou en salle de classe. Il y a les avantages et les inconvénients de toutes les méthodes, et on essaye de contrôler un maximum tous les biais qu'on peut, les facteurs qu'on peut contrôler. Voilà, j'ai une autre question. Vous nous avez montré à un moment donné les différentes émotions avec des visages. Il me semble bien qu'un jour, j'ai assisté à une conférence où effectivement, les visages sur l'émotion étaient remis en question. Voilà, sur est-ce que ce visage-là veut dire cette émotion-là. Il y avait une remise en question d'une étude qui avait été faite à un moment donné. Absolument. Pour associer émotion et visage. Absolument. Donc vous avez absolument raison. Ces résultats, c'est principalement sur les micro-expressions, c'est-à-dire des expressions faciales qui vont apparaître 500 millisecondes. Donc une demi-seconde, ce qui est très très bref. Et ça permettrait de trahir cet état émotionnel, voilà, ce petit laps de temps. Dans tous les cas, la précaution qu'il faut prendre quand on analyse une expression faciale, c'est de toute façon de comprendre le contexte. Où est-ce qu'on est, si on est en train de se faire contrôler, si on est plutôt dans une situation en train de débattre, ça va être complètement différent et ça ne va pas refléter la même émotion. Donc en effet, à prendre avec des pincettes, cette notion d'expression. Cela dit, globalement, s'il y a ces unités d'action, il a été montré plusieurs fois, mais ça c'est plutôt le travail des anthropologues et des sociologues, de montrer comment est-ce qu'on utilise ces expressions pour montrer cet état émotionnel. Et des fois, ça nous trahit, et c'est quand ça apparaît d'une manière très furtive. La série dont je vous ai parlé, Lie to Me, c'est ça, c'est interpréter plutôt des comportements d'ailleurs frauduleux, puisque c'est souvent des enquêtes policières, voire détecter le mensonge, c'est surtout ça. Comment est-ce qu'on détecte Et donc, ces micro-expressions, quand elles apparaîtraient, elles seraient le reflet de ce qui se passe intérieurement. Oui. Vous pourrez faire passer le micro devant, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Désolé, on vous met à contribution, là. Oui, on va vous... Voilà, oui, troisième Exactement. Fois. Oui, c'est pour dire qu'on n'a pas évoqué le sourire sardonique, c'est-à-dire, en fait, avec une forte contraction des muscles au niveau du visage et une partie des lèvres latéralement qui sont relevées, qui dit la moquerie, le sarcasme. Et alors, je ne sais pas, vous allez peut-être me confirmer, il paraîtrait que ce soit universel. Dans toutes les sociétés humaines, on retrouve en fait ce même sourire sardonique ou rire sardonique. Je pourrais malheureusement pas confirmer, j'ai pas lu d'études à ce sujet, donc je voudrais pas me mouiller sur cette question. Tu restes à chercher. Voilà. Moi, j'ai déjà vérifier. On corrobore. On vérifie. Bon, la semaine prochaine, ce sera tout à fait autre chose, puisque c'est Renaud Garcia qui est un prof de philosophie. Et le sujet de son exposé sera liberté et société de contrainte. Donc ce sera vraiment très, très en opposition avec ce qu'on a entendu ce soir. Grand merci, Marie. Mais merci à toi pour cette invitation, encore une fois. Merci à vous aussi pour votre attention.